Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Alors, je suis Hervé Lado, je suis camerounais. Je suis titulaire d'une maîtrise en économie de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun, d'un master en finance et stratégie de Sciences Po Paris, option financement des projets dans les pays émergents, et plus récemment d'un doctorat en sciences économiques sur la responsabilité sociétale des multinationales pétrolières au Nigeria, à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Sur le plan professionnel, j'ai travaillé de 2000 à 2008 à l'ambassade de France au Cameroun, dans les services économiques français en Afrique centrale, en tant que responsable appui aux entreprises et auditeurs qualité ISO. J'ai également travaillé au sein du fonds d'investissement IEP, qui est spécialisé à Paris dans le financement des PME en Afrique. Et plus récemment, j'étais au Cameroun dans le projet Nachtigal, qui est celui de la construction d'un barrage et d'une centrale hydroélectrique de 420 MW, projet au sein duquel j'occupais le poste de chef d'équipe sociétale et environnementale. Et voilà, là, aujourd'hui, je suis chercheur associé au sein du programme Entreprises et développement des pays émergents à l'ESSEC. Dans ma thèse, je me proposais de répondre à une question simple, celle de savoir si le cadre conceptuel sur les processus de développement qui a été développé, élaboré en 2009 par Wallis Vengas et le prix Nobel Douglas North, favorise véritablement une élimination des rentes, puisque c'était l'ambition de ce cadre conceptuel-là. Et ma réponse, elle est négative. Je démontre dans ma thèse, en m'appuyant notamment sur l'activité des multinationales pétrolières au Nigeria, sur l'histoire de l'industrie pétrolière au Nigeria. Je remonte même bien plus haut, lors des premières... je remonte jusqu'au premier reste humain trouvé dans le sud-ouest du Nigeria, qui remontait à 9000 ans avant Jésus-Christ, pour montrer que dans l'histoire du Nigeria, on ne trouve pas des preuves qui montrent que la progression vers le développement tel qu'il est défini par ces auteurs-là favorise véritablement une élimination des rentes. Lorsqu'on se centre sur l'activité des multinationales pétrolières, on trouve encore plus de preuves qui montrent que, effectivement, le processus d'ouverture, de développement tel qu'il est décrit par ces auteurs-là favorise plutôt la prédation, qui est le contraire de la responsabilité. Et lorsqu'on se situe dans le champ des entreprises, qui est donc le contraire de la RSE pour le Nigeria, donc des multinationales pétrolières au Nigeria. Donc voilà ce que j'ai essayé de démontrer. Les rentes ont toujours occupé une place centrale en économie, depuis Adam Smith, Ricardo. Ils ont beaucoup travaillé sur les monopoles, qui sont en fait des poches de rente, d'accumulation de rente. Et l'idée étant, aujourd'hui même dans le modèle d'équilibre général en économie, le modèle néoclassique, on arrive à l'équilibre lorsque les rentes sont éliminées, lorsque les rentes sont nulles, c'est-à-dire que le prix s'établit au niveau du coût marginal. Donc c'est une question centrale aujourd'hui, lorsqu'une société, un pays se développe, on peut considérer que c'est un processus d'élimination des rentes. Ce cadre conceptuel, alors je reviens peut-être sur la définition qu'a donnée Ricardo. Une rente, c'est un surplus par rapport au rendement dans une transaction, au meilleur rendement de cette activité. Donc c'est une sorte de trop perçu qu'un acteur peut engranger dans le cadre d'une transaction. Et donc lorsqu'elle n'est pas éliminée, cette rente, on peut considérer que la transaction n'est pas équilibrée. Alors, donc, lorsque le cadre conceptuel se propose de démontrer que voilà, le modèle qu'ils ont créé permet d'éliminer les rentes, il faut clairement se poser la question s'ils réussissent.
Voilà, donc c'était l'objet de mon travail et je me suis appuyé sur un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé avant eux, mais aussi de manière empirique sur le Nigeria et l'histoire de l'activité pétrolière. Alors, effectivement, c'est une approche pluridisciplinaire. Et en cela, ces auteurs-là étaient très originaux dans leur approche, parce qu'ils ont voulu mêler à l'économie la politique, pas seulement la sociologie, l'histoire, parce qu'en économie, on est en économie néo-institutionnelle. En économie néo-institutionnelle, il y a beaucoup d'histoire économique, justement pour trouver des preuves réelles dans l'évolution des processus, des dynamiques, trouver des preuves qui montrent ce qu'on veut démontrer, quoi. Voilà, donc effectivement, ce n'est pas que de l'économie, c'est également de la science politique, c'est de la sociologie, c'est de l'histoire, voilà. Aujourd'hui, en fait, les deux sont liés au Cameroun, même si les deux activités étaient indépendantes, elles s'inscrivent dans une démarche personnelle qui est de traiter de la question de la justice sociale et du bien-être des populations, bien-être individuel, bien-être collectif. Alors, dans le cadre de mes recherches actuelles, je m'intéresse au concept de la prédation que j'ai commencé à développer dans ma thèse. Je vais continuer à travailler sur ce sujet-là de manière à ce qu'il devienne véritablement un pendant de la responsabilité. Vous êtes un acteur prédateur, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable. Vous luttez contre la prédation, c'est-à-dire vous développez un comportement responsable. Donc la responsabilité des entreprises serait en fait un processus qui permet de lutter contre la prédation. Tout comme le développement durable pourrait être défini comme un développement dénué de prédation. Donc le concept de prédation, je vais continuer à travailler là-dessus, les concepts de justice sociale et sur des terrains qui sont l'Afrique, les pays africains, et en particulier le Nigeria. Le réseau des services économiques français est un réseau qui couvre tous les pays dans le monde et qui est piloté en France par Bercy, le ministère de l'économie, et par ailleurs l'agence Business France, qui était UbiFrance avant et qui est devenue Business France, et dont l'objectif est d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement dans les marchés export. Alors, je faisais partie de l'équipe de Yaoundé qui couvre l'Afrique centrale, les 8 pays d'Afrique centrale. Et mon rôle, c'était de conseiller des entreprises dans divers secteurs pour leur parler des marchés, leur présenter les opportunités dans les marchés d'Afrique centrale, leur trouver des partenaires commerciaux, techniques, industriels, et vice-versa, parler aux acteurs économiques locaux à travers les chambres de commerce ou les patronats des opportunités en France pour que les deux travaillent ensemble pour développer des affaires. Voilà, alors pour faire le lien peut-être avec mon travail de thèse, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu observer justement comment des dynamiques économiques, politico-économiques peuvent se mettre en musique pour soit favoriser justement des transactions équilibrées, soit compromettre justement l'objectif de transactions libres et équilibrées. Donc, dans ce cadre-là, justement, j'ai pu observer l'importance de la question de l'asymétrie des pouvoirs, l'asymétrie de pouvoir entre les agents qui sont en transaction, plus un agent a un pouvoir élevé, pouvoir économique ou politique, ou les deux d'ailleurs élevés, face à un autre acteur, plus il peut confisquer les droits de l'autre acteur. Donc, on ne peut pas parler de transactions en économie sans traiter des jeux de pouvoir qui sont à l'œuvre, puisque ces jeux de pouvoir-là déterminent l'allocation des ressources et la nature même du résultat de la transaction. Voilà.
Donc, pour faire le lien avec la question de la prédation, c'est l'exploitation, je l'ai défini comme l'exploitation de rente, de domination. Il y a prédation lorsqu'il y a association d'une part de l'asymétrie de pouvoir, donc transaction déséquilibrée entre les acteurs, et d'autre part de domination. Donc asymétrie plus domination, ça donne prédation. Et dans ce cadre-là, des transactions responsables sont des transactions dénuées de prédation. Lorsqu'il y a asymétrie de pouvoir entre acteurs, il faut s'assurer que l'acteur le plus défavorisé en a conscience, que l'acteur le plus favorisé en a conscience, et faire en sorte qu'il y ait équilibre de pouvoir entre les deux pour qu'on puisse aboutir donc, à un résultat équitable. Dans ma thèse, je m'oppose effectivement à la thèse de North Wallis et Vengas qui veut que les élites soient prépondérantes dans les processus de transition des ordres d'accès, ce qu'ils appellent ordres d'accès limités, c'est-à-dire les pays en développement, vers les ordres d'accès ouverts, qui sont les pays développés. Donc dans ce processus de transition qui se fait dans le cadre du développement, North Wallis et Vengas soutiennent que les élites sont toujours prépondérantes. Alors, ils le soutiennent en estimant qu'avec cette prépondérance, on aboutit à un ordre d'accès ouvert où les rentes sont éliminées. Alors, je suis complètement en désaccord avec eux puisque je m'appuie sur la thèse d'Acemoglu et Robinson qui ont très bien montré, ils ont travaillé en sciences politiques, ils ont travaillé sur la démocratie, que les élites ne sont pas toujours prépondérantes. La transition ne peut aboutir que si les non-élites arrachent petit à petit le pouvoir aux élites, justement pour parvenir à une sorte d'équilibre de pouvoir entre les deux, voire un basculement du pouvoir des élites aux non-élites. Alors avec l'histoire du Nigeria, j'apporte des preuves irréfutables, et on le voit aussi d'ailleurs dans l'histoire de nombre de peuples dans le monde. L'ouverture des rentes, qu'elles soient économiques ou politiques, a toujours été une affaire de rapport de force. Ça n'a jamais été une affaire d'élite qui accorde le pouvoir aux non-élites. Ça a toujours été des non-élites qui ont pris conscience du déséquilibre de rapport de force, qui sont, j'allais dire, musclés, donc qui sont préparés pour affronter les élites d'une manière ou d'une autre. Donc clairement, est-ce que c'est une affaire de classe? Alors lorsqu'il y a transition, à moins qu'il s'agisse d'une révolution, lorsqu'il y a révolution, clairement il y a basculement, il peut y avoir basculement du pouvoir des élites aux non-élites. Les élites perdent complètement la main et les non-élites s'installent au pouvoir. Lorsqu'il n'y a pas révolution, lorsqu'il s'agit d'une transition plus ou moins courte ou longue dans un processus plus ou moins démocratique, on a le pouvoir des élites est petit à petit grignoté. On le voit dans l'histoire du Nigeria où ça a commencé par des groupes d'étudiants qui sont installés au Ghana et qui avaient en général étudié à Londres, à l'étranger, qui ont monté des associations étudiantes donc installées d'abord au Ghana, ensuite avec des succursales au Nigeria qui sont structurées, qui sont nourries justement des luttes sociales pour grappiller des droits au fur et à mesure pour passer d'associations étudiantes à des partis politiques. C'est comme ça d'ailleurs que ces leaders étudiants étaient les premiers dirigeants du Nigeria. Donc la preuve est claire que ces gens, et dans ma thèse d'ailleurs je raconte une histoire assez longue d'un peuple, d'un groupe de femmes d'Abeokuta, dans le pays Yoruba au sud du Nigeria, au sud-ouest du Nigeria, qui montre très bien petit à petit, pas à pas, comment les femmes ont acquis des droits. Elles qui devaient payer des impôts ont lutté, ont affronté la puissance coloniale à partir des années 30, des années 40, et ensuite pour arriver aux années 50 et aboutir à l'indépendance en 1960. Et puis acquérir d'ailleurs le droit de vote, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote, et c'est grâce à ces luttes-là qu'elles ont pu obtenir donc, des droits, c'est-à-dire se faire ouvrir des rentes en passant des rentes
dominée par les élites à des rentes qui passent aux non-élites, dans le cas d'espèce, les femmes. Voilà, ce n'est pas une affaire de classe. C'est dans nos pays, dans les pays africains aujourd'hui, c'est vrai que la ligne de partage entre élite et non-élite a été pendant longtemps une affaire de classe. Hein. Ce sont les vieux qui avaient le pouvoir, mais aujourd'hui on voit de jeunes présidents qui arrivent au pouvoir et qui constituent les élites. Donc la ligne de partage n'est pas une affaire générationnelle non plus. C'est vraiment une affaire de qui détient le pouvoir économique, qui détient le pouvoir politique, qui détient le pouvoir politico-économique, puisqu'il peut y avoir coalition entre les deux champs. Donc j'étais chef d'équipe sociétale et environnementale de ce projet, qui est un projet de construction d'un barrage et d'une centrale hydroélectrique. Ça va être le plus grand projet dans le champ de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie en général, jamais réalisé au Cameroun, puisqu'on est sur 420 MW. La plus grande centrale au Cameroun aujourd'hui fait 380 MW. Là, ce sera 420 MW, plus d'1 milliard de dollars d'investissement, et porté par l'État du Cameroun, la SFI, filiale de la Banque mondiale, Rio Tinto Alcan et EDF. Donc au sein du projet, j'étais en charge j'avais pour mission de mettre en place l'équipe sociétale et environnementale, constituée d'experts en environnement, en cartographie, en sociologie, donc pour lancer les premières négociations avec identifier déjà les parties prenantes, donc bien connaître la zone du projet qui est constituée de 6 arrondissements dans 5 départements dans la région du centre autour de Yaoundé et de 45 villages. Donc l'objectif était de connaître cette zone du projet, identifier les parties prenantes, en faire la cartographie et puis les rencontrer pour parler du projet et puis construire une relation de confiance qui va permettre à ce que le projet se construise de manière harmonieuse dans cette zone-là pendant la phase de construction qui va démarrer donc là en 2016, qui va durer 5 ans et qui va aboutir donc à des infrastructures très importantes qui vont être exploitées sur une trentaine d'années. Voilà, donc le projet en est à cette phase, la phase de recensement et d'identification des personnes affectées par le projet qui vont être indemnisées, d'expropriation des populations est en train d'être terminée. Et puis l'année prochaine, il y aura le closing financier et ensuite donc les premiers coups de pioche courant 2016. Alors, pourquoi le développement durable, la RSE? Parce que ce sont des questions fondamentales aujourd'hui lorsqu'on veut traiter du bien-être des populations, bien-être individuel, bien-être collectif. L'idée est de voir quel type de développement nous permet de parvenir à cet objectif-là. Est-ce un développement comme d'habitude ou un développement qui se veut durable? La question, en fait, rassemble beaucoup de questions en économie ou en sociologie, en fait, en sciences politiques, puisque un développement durable va interpeller les politiques publiques qui sont mises en place pour garantir que les résultats en termes d'amélioration du bien-être des populations vont être atteints. Et on va interroger le mode de redistribution des revenus, le mode même de production des richesses. Donc quel type d'investissement dans l'économie? Est-ce que ce sont des investissements de court terme, de long terme, dans les infrastructures? Donc le mode de production de l'économie, est-ce que c'est dans l'industrie manufacturière qui va justement contribuer à créer des emplois et résoudre le problème des économies dépendantes des importations? Est-ce que, donc, pour cette question, il y a également la question de la redistribution des revenus. Il ne suffit pas de produire. On voit bien que les pays africains, au cours de ces derniers mois, dernières années, ont beaucoup produit. La croissance a été très forte et a même très bien résisté à la crise de 2008. D'ailleurs, l'Afrique aujourd'hui on s'attend à plus de 5% de croissance, mais tout le monde se pose des questions. Où est cette croissance dans le panier de la ménagère? Donc on se pose la question de la redistribution des revenus.
Donc, toutes ces questions traversent la question, la grande problématique du développement durable. Et là, si j'ajoute la question de l'environnement, du rapport à l'environnement, du prélèvement des ressources sur l'environnement et du rejet des déchets sur l'environnement, on est en plein dans la COP 21, quel est le système de production, quelles sont les politiques publiques qui peuvent être mises en place, qui doivent être mises en place dans les différents pays, et en particulier en Afrique, pour résister à l'avancée du désert, pour économiser les énergies, économiser les ressources et faire en sorte que la production soit bien plus verte et inclusive. Voilà. C'est pour cela que je m'intéresse à la question du développement durable, et en fait la RSE n'est que la contribution, la transposition dans le champ des entreprises de la grande problématique du développement durable. Quelle contribution des entreprises, et en ce qui me concerne des multinationales, à ce développement durable? Il se trouve que dans les auteurs que vous citez, c'est-à-dire Acemoglu et Robinson, Schumpeter, ont été largement traités dans l'ouvrage, dans le cadre conceptuel développé par Noth, Wallis et Wengas. Donc pour discuter, on va dire critiquer ce cadre conceptuel, je me devais de voir les arguments que ces auteurs qui ont été endossés par Noth, Wallis et Wengas, que ces auteurs avaient développés, notamment Schumpeter sur la destruction créatrice, et puis Acemoglu et Robinson sur le rôle des élites dans le processus démocratique. Donc clairement, Noth, Wallis et Wengas soutiennent que le processus de développement est un processus qui part de l'ordre d'accès limité à un ordre d'accès ouvert. L'ordre d'accès limité étant un pays en développement vers l'ordre d'accès ouvert qui représente des pays développés. L'ordre d'accès ouvert, en fait, consiste en... le moteur de l'ordre d'accès ouvert, c'est la libre compétition sous destruction créatrice schumpeterienne qui permet d'ouvrir les accès aux non-élites et justement entraîner un dynamisme économique qui est favorable au développement. Alors le propre de l'ordre d'accès limité, c'est-à-dire les pays en développement, serait ce qui rend en tout cas sa stabilité, c'est que les élites s'entendent, il y a une coalition élitaire, une coalition dominante comme il désigne, qui arrive au pouvoir et qui obtient la stabilité, la coopération des élites en manipulant des rentes et des privilèges. C'est-à-dire en nommant des gens à des postes, en leur attribuant des postes ministériels ou des responsabilités qui leur permettent de se sentir solidaires de la coalition dominante et de maintenir donc la stabilité, de contribuer au maintien de la stabilité au lieu de prendre des armes pour lutter contre la coalition dominante. Donc comment on passe de l'ordre d'accès limité à l'ordre d'accès ouvert? Il y a un processus de transition dans lequel ils soutiennent donc que les élites sont prépondérantes et ces élites-là garantissent au fur et à mesure leurs droits, leurs rentes et privilèges à travers des droits qu'ils définissent et qu'ils garantissent avant d'ouvrir les accès pour parvenir à l'ordre d'accès ouvert. Alors, ils utilisent dans ce développement la destruction créatrice de Schumpeter comme moteur de l'ordre d'accès ouvert, ce qui favorise cette libre compétition politico-économique. Donc, pour m'opposer, pour critiquer ce modèle politico-économique, il a fallu aller travailler les arguments de Schumpeter, regarder de près les arguments que Schumpeter avait utilisés en parlant de la destruction créatrice. Et c'est là que j'ai démontré que Noth, Wallis et Wengas ont au minimum instrumentalisé Schumpeter parce qu'ils n'ont pas pris fidèlement ce que Schumpeter avait défini, et notamment Schumpeter avait très clairement dit la destruction créatrice ne permet pas d'éliminer les rentes. Il disait même c'est même insensé
de penser de rechercher une élimination des rentes, puisque l'économie est dynamique. Lorsqu'il y a une rente qui disparaît, il y en a une autre qui se crée, donc on n'arrive pas à une élimination des rentes. Il y a toujours des rentes qui sont, à un moment T, ne sont jamais nulles. Donc là, c'est une différence fondamentale entre Noordwallis et Vengas et moi, puisque là, j'endosse clairement l'approche de Schumpeter. Donc là, c'est une critique interne. J'utilise les arguments de Steve Keen qui vont bien plus loin et qui démontent en fait le modèle néoclassique sur lequel s'appuient Noordwallis et Vengas pour dire que l'ordre d'accès ouvert, qui est celui des pays développés, est l'ordre le plus abouti et est l'ordre le plus évolué, puisqu'il permet l'élimination des rentes. Alors, puisque cet ordre d'accès ouvert s'appuie sur le modèle néoclassique de libre concurrence économique, Steve Keen montre que ce modèle de libre concurrence économique n'a jamais été démontré en réalité. Il montre avec mathématiquement en fait, c'est-à-dire les formules, les équations qui permettent de démontrer, qui permettent aux néoclassiques de dire qu'ils ont démontré qu'on parvient à l'élimination des rentes grâce à la libre compétition économique. Ce modèle-là n'a jamais été, cette équation n'a jamais été résolue. Donc je m'appuie là-dessus pour dire, en fait, si Noordwallis et Vengas prennent cela comme base, alors la base est faussée puisque ça n'a jamais été démontré et on aboutit en fait à l'effondrement du modèle politico-économique puisqu'en réalité, ils prennent le modèle donc néoclassique économique, ils transposent dans le champ politique pour obtenir donc un modèle économique et un modèle politique. Ils vont même jusqu'à dire qu'on a un marché de libre concurrence politique qui permet également d'éliminer des rentes politiques. Donc on a une élimination des rentes économiques, une élimination des rentes politiques grâce au marché de libre concurrence politique avec des partis qui se créent, qui se défont et on a un modèle de libre concurrence politico-économique à la Noordwallis et Vengas qui s'écroule justement parce que la base n'a jamais été démontrée. Voilà en quoi Steve Keen en tant que a contribué dans ma thèse à démonter sur le plan épistémologique le modèle de Noordwallis et Vengas. Et maintenant, en ce qui concerne l'empirique, enfin les données empiriques, j'avais besoin de m'appuyer sur une réalité historique d'un pays qui peut être représentatif justement d'un certain nombre de pays en développement pour montrer qu'effectivement le processus de transition, s'il épouse les thèses de Noordwallis et Vengas, ne va jamais parvenir à un développement. Parce que les rentes seront, parce que les élites seront prépondérantes. Voilà, ça ne parvient jamais, on ne parvient jamais à ouvrir les rentes avec des élites qui sont prépondérantes. Et je me suis appuyé sur l'activité pétrolière au Nigeria en particulier pour montrer comment les rentes de domination sont omniprésentes et sont entretenues justement par l'activité pétrolière. Justement, je me suis appuyé sur le cas du Nigeria. On peut se poser cette question, est-ce qu'il suffit? Est-ce qu'en soi, un seul cas permet de faire loi? Alors, je dirais que, et je le traite dans ma thèse, j'évoque, je montre en quoi le cas du Nigeria est représentatif justement des différents pays de développement qui ont connu une histoire coloniale avec l'arrivée de multinationales qui venaient justement des ordres d'accès ouvert des pays développés et en montrant que cette libre compétition des pays développés a conduit à la prédation dans ces pays, puisque la colonisation n'était autre chose qu'une opération, une vaste opération de prédation, confiscation des droits des populations locales, des droits économiques, des droits politiques des populations locales. Donc on ne peut pas dire que la libre compétition politico-économique qui est menée par les ordres d'accès ouvert, c'est-à-dire les pays développés, permet une élimination des rentes ni de la prédation, puisque on voit bien avec l'histoire coloniale des différents pays, Nigeria y compris, que cette libre compétition, dans le cas de la colonisation, conduit effectivement à plutôt de la prédation.
et non à une élimination des rentes. Donc le Nigeria est représentatif de tous ces pays-là. Donc sur cette base, on peut dire que le cas du Nigeria nous permet de faire une certaine généralisation par rapport aux thèses, en réfutant les thèses de North Wallis et Vengas. Non, le risque de prédation n'est certainement pas typiquement africain. C'est justement là un des sens de ma thèse, c'est de dire que, alors qu'on peut avoir le sentiment avec les thèses de North Wallis et Vengas qu'ils disent la prédation, même s'ils ne traitent pas spécifiquement de la prédation dans ce sens-là, est prépondérante, existe surtout dans les pays qui ne sont pas développés, qui sont dits d'ordre d'accès limité. Parce que les rentes ils disent d'ailleurs, les rentes ne sont pas une maladie dans ces pays-là, c'est normal, ça existe pour assurer la stabilité. Donc on peut dire, et c'est ça ce que je défends, je soutiens dans ma thèse, c'est de dire que puisque les ordres d'accès ouverts, c'est-à-dire les pays développés, entretiennent également de la prédation, qui est l'exploitation de rentes de domination, alors ces pays également, la prédation est également présente dans ces ordres-là, dans ces pays-là, pas seulement dans les pays en développement. Donc, quand North Wallis et Vengas soutiennent que dans les ordres d'accès ouverts, les pays développés, donc les rentes sont éliminées, je démontre que non, les rentes en fait existent sous une autre forme, notamment sous la forme de rentes de domination. Donc, ce n'est pas une spécificité africaine. Dans un contexte ou dans un autre, les rentes peuvent prendre diverses formes. Il s'agit simplement de l'idée que certains acteurs confisquent les pouvoirs, confisquent les droits d'autres acteurs, qu'ils soient des droits politiques ou des droits économiques. Alors cette réalité-là, elle est présente dans tous les contextes, pas seulement africains. Alors, North Wallis et Vengas ne traite pas de ces questions-là, n'évoque, c'est-à-dire sur la forme même simplement. Ces termes-là n'apparaissent nulle part dans le cadre conceptuel de North Wallis et Vengas. Il ne parle ni de la justice sociale, ni de l'équité, donc de ce point de vue, on peut déjà dire qu'ils ignorent ces concepts. Maintenant, ils soutiennent clairement que dans les ordres d'accès limités, c'est-à-dire les pays en développement, les rentes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ils disent que les rentes permettent servent de liant entre les élites pour assurer la stabilité de l'ordre social. C'est-à-dire que les rentes sont justement distribuées par la coalition dominante, notamment à ceux qui ont un potentiel de violence, à ceux des élites qui ont un potentiel de violence élevé, de manière à ce que ces élites coopèrent avec la coalition dominante pour assurer la stabilité sociale. Ce n'est pas faux en soi. Seulement, soutenir qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises pose un problème. Parce que des rentes qui sont accumulées privant justement d'autres acteurs, notamment les non-élites, des moyens d'assurer leur bien-être, posent problème, sont mauvaises. Donc il y a des rentes qui ne sont pas mauvaises, il y en a qui sont mauvaises. Ils ne sont pas du tout dans cette démarche-là, ils sont dans la démarche de dire aucune rente n'est mauvaise. En ce sens, ils éludent complètement la question de l'équité, la question de la justice sociale, pourquoi certains doivent accumuler des rentes et d'autres en être privés, pourquoi certains doivent disposer des moyens de production et d'autres en être privés alors qu'ils ont la motivation et l'esprit entrepreneurial. Donc il y a ces questions du rôle de la rente dans un ordre social qui nous divise, North Wallis et Vengas et moi. Ils abordent d'ailleurs dans ce sens la question différemment de l'école des rentes, de recherche de rentes avec James Buchanan, Tulloch et d'autres qui disent eux quand même qu'il y a des rentes bonnes et des rentes mauvaises. Seulement l'école de recherche des rentes ne trouve pas, les rentes que l'école de recherche des rentes trouve mauvaises
ne sont pas forcément mauvaises pour moi. Donc au moins eux, ils disent qu'il y en a qui sont mauvaises, il y en a qui sont bonnes, mais on n'est toujours pas d'accord sur lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises. Mais dans le cadre de ce cadre conceptuel-là, clairement, ils disent, ils soutiennent que les rentes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Voilà. En ce sens-là, la question de l'équité, la question de la justice sociale n'est absolument pas abordée et est complètement éludée. Échanger avec l'équipe qui a travaillé avec North Wallis et Vengas à la Banque mondiale. C'était surtout pour bien comprendre, m'assurer que j'ai bien compris que je ne trahis pas leur thèse. Ensuite, j'ai travaillé également avec l'équipe qui a suivi les travaux au niveau de l'Agence française de développement à Paris. Alors, justement, il était question de travailler dans le sens de la publication du cas Nigeria, qui serait un cas d'application de ce cadre conceptuel au Nigeria. Ce projet n'a pas abouti pour une raison très simple, c'est que mon travail sur le cadre conceptuel de North Wallis et Vengas n'était pas une application du cadre conceptuel au cas nigérien. C'était une critique du cadre conceptuel avec l'appui des données du Nigeria. Donc on ne rentrait pas du tout dans la même démarche. Et il faut dire que mon directeur de thèse, Gaël Giraud, est aujourd'hui le chef économiste de l'Agence française de développement. Et on projette de rédiger un article justement qui reprend un certain nombre de thèses que j'ai défendues de sous-thèses que j'ai défendues dans ma thèse, et ça représentera plutôt un travail complémentaire à une application de cas. Voilà, ce ne sera pas une application de cas comme on a pu le voir avec l'Agence française de développement sur le Burkina Faso et un certain nombre de pays africains, mais plutôt une critique de ce cadre. Oui, globalement, alors l'idée que les rentes peuvent jouer un rôle négatif sur l'équité sociale, sur la justice sociale, sur le bien-être des populations, parce qu'il y a une distorsion justement de la répartition des revenus, de la redistribution des revenus et de l'allocation des moyens de production, oui, clairement. Alors, pas globalement le comportement de recherche de rente, ce n'est pas cela, c'est surtout l'accumulation des rentes. Parce que la recherche de rente en soi peut ne pas être mauvaise, puisque ça s'appelle le moteur d'ailleurs de l'entrepreneur. Lorsque vous voulez lancer un produit ou vous voulez vous engager dans une activité génératrice de revenus, c'est parce que vous visez, quand vous recherchez, on va dire des rentes, vous recherchez un profit. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une activité de recherche de profit ou d'accumulation de profit? Parce que vous pouvez rechercher un profit et puis les politiques publiques permettent de les réduire ou bien de les circonscrire, ce profit-là à un niveau qui soit un niveau équitable pour tous, à la fois pour le producteur et le consommateur. Mais si vous recherchez ce profit, ces rentes-là, et que vous avez tout loisir de les accumuler et d'en faire une activité en soi, c'est-à-dire accumuler des rentes, alors là, il y a un problème. Donc clairement, le problème qui peut se poser, c'est justement de priver les autres de ressources qui leur reviennent de droit, ou bien des ressources qui auraient pu leur permettre d'être plus efficaces dans la production de richesses, ou qui, de droit, leur revenaient en termes d'une redistribution équitable des richesses.
Alors donc, pas le comportement de recherche des rentes, mais le comportement d'accumulation et d'entretien des rentes. Oui, clairement, il est néfaste sur un plan individuel et sur un plan collectif. Songa jua ujizire nawe nandazi za ubadilisha ima ye tirie mama ye ditoe korini